Chères auditrices, chers auditeurs, l'histoire que vous allez entendre ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans les textes mêmes d'Arthur Conan Doyle, là où, en marge d'un dialogue ou d'un souvenir, surgissent parfois des noms, des personnages, ou des allusions si énigmatiques qu'elles paraissent porter à elles seules le poids d'un récit entier. Ainsi, dans Le Soldat blanchi, Holmes mentionne une phrase qui, bien que brève, accroche l'attention à jamais. J'ai amené avec moi un ami dont on peut absolument se fier à la discrétion. J'ai pu une fois lui rendre un service professionnel et il est prêt à me conseiller en tant qu'ami plutôt qu'en tant que spécialiste. Il s'appelle Sir James Saunders. Puis, rien. Ce silence, consigné dans les notes, résonna longtemps comme une énigme suspendue. Quel mystère pouvait donc être trop délicat pour être à l'époque pleinement raconté? Et surtout, qui est ce Sir James Saunders, sur lequel Holmes, dans un rare élan de confiance, s'appuyait comme ami? Lecteur holmésien depuis plus de 40 ans, j'ai toujours été fasciné par ces éclats suspendus, ces amorces de récits que l'on devine vastes, mais dont il ne reste que les contours. C'est en tant que créateur de contenu, fidèle au canon, que j'ai voulu explorer ce que Conan Doyle lui-même a laissé volontairement dans l'ombre. Ce que vous allez lire ou entendre est l'une de ces affaires, une reconstitution scrupuleuse, fondée sur les indices éparses, les textes d'époque et la voix même de Watson, lorsqu'il laissa entrevoir ce qu'il avait retrouvé après la retraite de Holmes. Une affaire politique, troublante, et pourtant profondément holmésienne. Notre récit s'intitule L'énigme de Westminster, deuxième moitié. Holmes et moi avions passé la soirée à reconstituer, pièce à pièce, le mécanisme invisible de cette trahison. L'affaire, déjà, dépassait le simple cadre du vol d'informations. C'était une machination ourdie avec une précision presque scientifique. Mon compagnon s'était couché tard, mais je crois qu'il dormit à peine. À l'aube, je l'entendis marcher dans la pièce voisine, sa canne heurtant distraitement le parquet. Puis, le silence eut une plume sur le papier. Quand je me levai, il était déjà vêtu, le visage fermé, l'œil fixe, comme si la nuit avait condensé en lui une résolution entière. « Il faut agir ce matin même, Watson, » dit-il en serrant le nœud de sa cravate. Sir James aura eu toute la nuit pour ruminer sa colère. Et s'il agit selon son tempérament, il aura convoqué la police avant le lever du jour. Nous devons le devancer. Sinon, tout s'effondrera avant d'avoir commencé. Je n'eus pas le loisir de protester. 10 minutes plus tard, nous descendions déjà dans la rue. Le fiacre, que Holmes avait fait appeler, nous attendait sous un ciel de plomb. Londres, engourdie par la brume de janvier, semblait retenir son souffle. Le trajet jusqu'à Westminster se fit dans un silence presque religieux. Holmes gardait les bras croisés, les yeux mi-clos, le menton baissé sur la poitrine. Je savais, à la tension de sa mâchoire, que son esprit travaillait à toute allure. Le brouillard s'épaississait à mesure que nous approchions du Parlement, et les silhouettes des gardes, figées dans la brume, avaient l'air de statues funèbres. Dans le couloir des commissions, nous trouvâmes Sir James Saunders, debout, la redingote entr'ouverte, les yeux cernés par une nuit sans sommeil. 2 inspecteurs de Scotland Yard se tenaient près de lui, chapeau à la main, attendant des ordres. Holmes s'avança sans préambule. « Renvoyez ces hommes, Sir James. Il n'y aura pas d'arrestation aujourd'hui. » Le député se retourna stupéfait. « Comment osez-vous? Ces agents sont ici sur mon ordre. Je ne puis laisser de pareilles infamies sans réponse. » « Si vous frappez maintenant, » répliqua Holmes d'une voix glaciale, « vous ne ferez que couper les fils visibles d'un réseau dont vous ignorez la profondeur.
Les coupables disparaîtront avant midi, et vous resterez avec un scandale pour trophée. Saunders, livide, désigna la porte d'un geste brusque. Sortez, messieurs, dit-il aux inspecteurs. Quand nous fûmes seuls, il s'avança d'un pas, la main tremblante de colère. Vous me demandez de laisser impunie une trahison commise sous mon propre toit? Je vous demande de choisir entre l'honneur et l'efficacité, répondit Holmes. Les deux ne cohabitent pas toujours. Il ajouta, d'un ton plus sec, il nous faut en parler, mais pas ici. Ce soir, à Baker Street. Saunders fronça les sourcils. Ce soir? Et pourquoi pas maintenant? Holmes s'approcha de lui, le regard perçant. Parce qu'ici, chaque mur a des oreilles, et chaque oreille un maître. Le député resta un instant interdit, puis laissa échapper un soupir d'agacement. Vous dramatisez, monsieur Holmes. Pas assez, je le crains, dit Holmes. Une seule question avant de nous quitter. Votre épouse est-elle une femme capable d'affronter une situation dangereuse sans s'effondrer? Saunders le dévisagea surpris. Pour cela, oui, elle m'a toujours soutenu avec un courage que j'envie parfois. Parfait, répondit Holmes. Alors, il est indispensable qu'elle soit présente ce soir. Ma femme? Vous n'y pensez pas? Holmes s'approcha. Sa voix se fit tranchante. S'il y a un moment où vous devez me faire confiance, c'est maintenant. Ce soir, chez moi, à Baker Street, comprenez-vous? Le regard qu'il lui lança ne souffrait aucune réplique. Saunders hésita, puis acquiesça lentement. Soit, ce soir. Ce soir-là, lorsque je franchis le seuil du 221B, je fus frappé par un silence inhabituel. Les rideaux étaient tirés, la lampe baissée et le feu couvait à demi. Holmes, penché sur le bureau, disposait soigneusement quelques dossiers qu'il referma dès qu'il m'aperçut. Vous êtes venu sans être suivi, Watson? Évidemment. Pourquoi cette précaution? Il ne répondit pas tout de suite. Parce que nous allons parler ce soir de choses qui ne doivent être entendues de personne, pas même des murs de Westminster. Holmes m'apprit alors que dans 3 semaines se tiendrait une réception caritative donnée sous l'égide de ce prétendu institut, et que Lady Saunders comptait parmi les patronesses inscrites au programme. Ce sera notre porte d'entrée, dit-il simplement. À cet instant, la porte s'ouvrit. Sir James Saunders entra, suivi de sa femme, le visage couvert d'un voile sombre. Madame Hudson, habituellement si prompte à bavarder, se contenta d'un salut muet avant de refermer derrière elle. Holmes vérifia la fenêtre, éteignit la lampe principale et n'en conserva qu'une petite, posée à côté du violon. La lumière dorée dessinait sur les visages des ombres tremblantes. Il s'assit enfin, croisant les mains sur la table. Sir James, commença-t-il, je vous ai prié de venir ici plutôt qu'à votre domicile, parce que la discrétion y est plus sûre. Ce que je vais vous proposer dépasse les limites du convenable, mais c'est la seule manière de ne pas précipiter l'Empire dans un scandale que ses ennemis exploiteraient aussitôt. Si je dois vous croire, monsieur Holmes, nous ne devons donc faire confiance à personne. À personne, confirma Holmes, ni aux serviteurs, ni aux secrétaires, ni même au couloir du Parlement. Ce réseau a des yeux partout. Un long silence s'installa. Je sentais dans la pièce une tension presque physique, comme si chaque mot pouvait déclencher un effondrement. Holmes reprit plus bas. J'ai songé à 3 issues possibles. La première, vous l'avez envisagée. Agir publiquement. Elle serait héroïque, mais suicidaire. La deuxième, confier l'enquête à Mycroft,
Elle garantirait la rigueur, mais pas le secret. Et la troisième, la nôtre. Nous faisons taire le bruit. Nous laissons le réseau se croire en sécurité, et nous l'observons jusqu'à son cœur. Lady Saunders, qui n'avait pas bougé, demanda doucement. Et quel serait notre rôle dans ce plan? Le plus dangereux, répondit Holmes, être vu comme ceux qu'on peut tromper. Sir James serra les poings. Vous nous demandez de mentir? Non, dit Holmes, de respirer plus bas que d'habitude. Je n'avais jamais entendu cette voix-là chez lui, presque chuchotée, comme s'il parlait depuis l'intérieur même du danger. Holmes s'approcha du couple. Elridge sera neutralisé discrètement. Officiellement, il aura volé un bijou et sera interné en province. Quant à Rudge, vous le maintiendrez à son poste. Il sera notre baromètre. S'il bouge, c'est qu'on l'a prévenu. Lady Saunders échangea un regard bref avec son mari. Vous allez faire croire que rien n'a été découvert? Exactement. Et pour cela, madame, il faudra une façade irréprochable. Holmes garda un instant le silence, le regard perdu dans la flamme du feu. J'ai pris quelques renseignements, dit-il enfin. Dans 3 semaines se tiendra à Londres une réception caritative, organisée par ce fameux institut. J'ai même découvert que Lady Saunders y figure parmi les patronesses. Il se tourna vers elle. Peut-être ce lieu pourrait-il devenir notre terrain d'approche? Elle écarta alors son voile. Ses yeux luisaient à la lumière faible. Je participerai à la réception du mois prochain, confirma-t-elle. La grande soirée de mécénat de l'Institut. Je ferai ce que j'ai toujours fait, prétendre croire à leur vertu. Et vous y amènerez un homme modeste, poursuivit Holmes, quelqu'un qu'on présente, qu'on applaudit, qu'on humilie avec bienveillance. Elle comprit aussitôt. Cet homme, ce sera vous? Oui, madame, et je compte sur vous pour me recommander avec tout le zèle d'une âme charitable. Sir James tenta une protestation. C'est folie, monsieur Holmes. Vous ignorez à qui vous vous attaquez? C'est précisément pour cela que je le fais, répondit Holmes. Lady Saunders se leva. Sa présence imposait un calme que même Holmes semblait respecter. Vous êtes un homme de raison, dit-elle, mais la raison seule ne vous suffira pas là où nous allons. Vous aurez besoin de foi, même si ce n'est pas la vôtre. La foi dans la logique me suffit, madame. Elle lui tendit la main, sans trembler. Alors je serai votre logique mondaine. Et si nous devons tomber, ce sera en silence. Holmes inclina la tête. Dans ce cas, nous sommes alliés, non par devoir, mais par lucidité. Il sortit de sa poche un petit carnet noir, le posa sur la table et le ferma d'un geste sec. À partir de ce soir, rien de ce qui sera dit ici ne devra franchir ces murs, pas même par le regard. Si vous entendez un pas de trop, si une question semble venir trop tôt, partez, n'expliquez rien. Lady Saunders hocha lentement la tête. Nous comprenons, monsieur Holmes. Holmes se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et écarta un coin du rideau. Dans la rue, la brume avalait les réverbères. Regardez, dit-il à voix basse, Londres tout entière est un échiquier, et chaque ombre y est peut-être un pion. Puis, se tournant vers eux, si nous réussissons, Sir James, votre nom ne paraîtra nulle part, mais il sera gravé dans ma mémoire. Il prit un instant de silence, comme pour sceller la parole donnée. Nous nous reverrons ici dans 15 jours, ajouta-t-il. Ce délai nous laissera le temps de préparer chaque détail et d'observer les premiers mouvements de nos adversaires. Rien ne devra filtrer d'ici là. Sir James acquiesça gravement.
Lady Saunders, elle, ne détourna pas le regard. Et c'est à ce moment précis, je crois, que naquit entre eux cette amitié rare, faite non de sympathie, mais de respect entre deux hommes qui avaient mesuré le même abîme. Quant à Lady Saunders, je ne revis jamais femme aussi droite dans l'ombre. Elle ne demanda rien, ne craignit rien, et c'est peut-être à elle seule que nous devons d'avoir pu un jour écrire la suite de cette histoire. Durant les jours qui suivirent, je ne vis Holmes que par intermittence. Lorsque je passais à Baker Street, je le trouvais étrangement fébrile. Il parlait peu, mangeait à peine, et semblait vivre dans un état d'attention perpétuelle, comme un comédien qui répète sans public. Il se questionnait sur le rôle qu'il allait devoir endosser, non comme on prépare un déguisement, mais comme on adopte une autre vie. Le maquillage, Watson, disait-il, ne tient qu'une heure. L'attitude, elle, résiste à la pluie. Je le surpris à plusieurs reprises devant la glace, étudiant la raideur d'un dos, la lenteur d'un geste, l'effacement d'un regard. Son visage, habituellement plein d'ironie, se faisait terne, presque vide. C'était troublant de voir cet esprit si aigu s'entraîner à la banalité. Il travaillait à devenir invisible. Il employa ainsi toute la quinzaine à se façonner en l'homme qu'il allait jouer. Un ouvrier sans éclat, propre sur lui, un peu timide, mais dont la modestie forcée cachait déjà la précision d'un calcul. Je compris que son déguisement ne serait pas dans le costume, mais dans le rythme même de sa respiration. 2 semaines plus tard, nous nous retrouvâmes, selon sa promesse, au 221B pour régler les derniers détails de l'opération. Sir James et Lady Saunders étaient là. Holmes avait dressé sur la table une carte du quartier de St. James Park et les plans de la salle où devait se tenir la réception. Tout, jusque dans les entrées de service, avait été étudié. Voici notre théâtre, dit-il simplement. Londres jouera la vertu. À nous d'en écouter les coulisses. Le soir venu, je le retrouvai dans notre ancien salon de Baker Street. Holmes, vêtu d'un manteau sombre, s'examinait dans la glace avec une minutie presque douloureuse. Sous le chapeau rond, son visage paraissait plus plein, plus ordinaire. Son regard, comme noyé dans la fatigue feinte d'un homme sans relief. J'eus presque du mal à le reconnaître. Ses gestes n'étaient plus les siens, comme s'il avait troqué son intelligence pour une prudence servile. Il paraissait amaigri, 5 kilos peut-être envolés en 15 jours, et je soupçonnais qu'il n'avait guère mangé durant toute cette période. Il vivait de concentration et de café noir, usé par sa propre tension. Vous ressemblez à un commis, dis-je. C'est le but, répondit-il. Le danger, Watson, n'est pas de se déguiser, c'est de cesser de se souvenir de qui l'on est. Il prit son parapluie, modeste, à la pointe usée et son carnet d'invitations qu'il avait fait contrefaire dans la matinée. Lady Saunders m'attend à l'angle de St. James. Si tout se déroule comme prévu, je serai présenté d'ici 1 heure comme un modèle d'intégrité laborieuse. Il eut un léger sourire. Ce soir, je vais être applaudi pour mes vertus imaginaires. Je ne trouvai rien à répondre. Il posa une main sur mon épaule, simple, presque fraternelle. Si je tarde, ne vous inquiétez pas, ce genre de vertu se dissout rarement vite. Et sans autre mot, il quitta la pièce. Je l'entendis descendre l'escalier, son pas déjà plus lourd, plus hésitant, celui d'un autre homme. Lady et Sir James Saunders attendaient au coin convenu, assis dans un modeste cab dont les rideaux tirés masquaient à peine leur présence. L'habit sobre de Sir James contrastait avec la cape sombre de son épouse, dont le velours terni jurait avec les attelages de gala qui s'ébranlaient déjà dans la rue principale.
À l'approche de Holmes, qui maintenant incarnait Turner, Lady Saunders entr'ouvrit la portière et lui adressa un signe discret. Monsieur Turner, dit-elle à mi-voix, vous serez présenté dans la seconde partie de la soirée. Voici votre carte et votre numéro. On vous fera passer par la porte du comité. Holmes s'inclina légèrement. Dois-je parler? Aussi peu que possible. On ne se méfie jamais d'un homme qui se tait pour paraître simple. Il glissa la carte dans la poche de sa redingote. J'obéirai aux ordres, madame. Et si l'on m'applaudit, je ne rougirai que par politesse. Sir James, qui n'avait pas dit un mot, se pencha alors vers sa femme. Je ferai une brève apparition au salon des messieurs, dit-il. Il ne faut pas que l'on remarque notre absence commune. Très bien, répondit-elle simplement. Nous nous reverrons après la représentation. Puis, se tournant vers Holmes, d'ici un mois, l'Institut conviera les dames patronnesses à revoir leur protégé. Je veillerai à ce que ce soit moi qui vienne m'assurer de vos progrès. Elle lui lança un regard où passait, sous la dignité polie, une nuance d'entente. Elle inclina la tête, comme pour acquiescer à un mot d'ordre déguisé. Sir James lui baisa la main et descendit du cab. Un instant plus tard, il avait disparu dans la foule des invités. Lady Saunders resta immobile, le regard fixe, comme si le brouillard lui offrait un instant de répit. Bonne chance, monsieur Turner, souffla-t-elle. Ce soir, la vertu est un rôle qu'il faut savoir jouer sans trembler. Le cab se remit en marche et disparut dans la brume. Holmes remonta le col de sa redingote et prit la direction du bâtiment illuminé où se tenait la réception. La façade de pierre blanche dominait une petite place encombrée de voitures. Sous les lanternes, les uniformes des portiers et le noir profond des habits donnaient au spectacle l'air d'une mise en scène réglée jusqu'à la respiration. Une affichette, suspendue au portail, annonçait Soirée annuelle du mérite civique et ouvrier, sous le patronage de l'Institut de services domestiques de Londres. La charité avait donc sa bannière et son protocole. À gauche, une file discrète s'étirait le long du trottoir. Ce n'étaient ni les mécènes ni les dames du comité, mais les méritants, jeunes apprentis, clercs, artisans, domestiques soigneusement brossés pour l'occasion. Un huissier vérifiait les cartes, distribuait des rubans numérotés et orientait chacun vers une salle attenante. Quand vint le tour de Turner, l'homme lut la carte, hocha la tête, sans relever les yeux, et dit « Salle 3, deuxième rangée. Vous serez appelé par ordre de numéro. » Holmes s'exécuta, traversa un couloir au mur couvert d'affiches moralisatrices et entra dans une pièce où l'on avait disposé des bancs de bois. Quelques chandelles fumaient dans des appliques. Une bouilloire sifflait sur un poêle. Le thé avait le goût d'eau chaude et de vertu tiède. Personne ne parlait haut. Certains serraient leurs chapeaux sur leurs genoux, d'autres lisaient les règlements placardés. La plupart gardaient ce regard hésitant des pauvres qu'on honore sans leur dire pourquoi. Un huissier apparut, prit 3 noms, et la porte se referma. Holmes resta immobile, les mains croisées, la tête légèrement inclinée, comme pour apprendre le silence ambiant avant de devoir le jouer. Lorsque la cloche tinta, les candidats furent conduits un à un dans la grande salle. Holmes me raconta plus tard que la lumière y tombait de si haut qu'elle ne chauffait rien, qu'on eût dit un temple où l'on célébrait la respectabilité plus que la foi. Le président du comité, un vieil homme au front poli par la vertu publique, ouvrit la séance d'une voix solennelle. Il parla de l'effort, de la tempérance, de la discipline morale des classes laborieuses. Chaque phrase,
déclenchaient un battement de main bien réglé, à la manière d'un applaudissement prévu. Puis commencèrent les présentations. Chaque bienfaiteur montait sur l'estrade avec son protégé. Exposait brièvement le geste qui lui avait valu cette distinction. Une bourse rendue, un incendie prévenu, un patron dénoncé avec pudeur. Les rires polis et les soupirs admiratifs suivaient le même tracé. Vint le tour de lady Saunders. Elle s'avança, tête haute, tenant son éventail fermé comme un spectre discret, et annonça d'une voix claire: J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur John Turner, employé d'une maison de commerce, qui a refusé une prime pour un service rendu, disant seulement: Je n'ai fait que mon devoir. Un murmure approbateur parcourut la salle. Lady Saunders laissa passer la vague d'émotion, puis ajouta avec un tact étudié: Peut-être jugerez-vous le geste insignifiant, mais c'est dans ces détails que se cache la vraie noblesse. Un matin, à Oxford Street, un coup de vent m'arracha mon chapeau. Il roula au milieu de la chaussée, entre les voitures. Personne ne bougea, sinon cet homme. Il s'élança, risqua la poussière, la boue, et me rapporta l'objet sans attendre un merci. Elle marqua une pause. Je voulus le récompenser. Il refusa l'argent, disant simplement: C'est une question d'éducation, madame. Elle releva légèrement la tête, comme si la phrase valait à elle seule une médaille. Le public se souleva d'aise. Une dame s'éventa bruyamment pour cacher son attendrissement. Un industriel fit signe qu'on applaudisse. Des charmants, des admirables se glissèrent de rang en rang. Le président du comité hocha la tête avec gravité, concluant d'un ton pénétré: Voilà, mes amis, l'esprit anglais dans toute sa pureté. Les applaudissements éclatèrent. Holmes s'inclina lentement, visage impassible, main jointe comme un homme qu'on absout d'avoir été trop vertueux. Lady Saunders posa sur lui un regard mesuré, puis se retira sous une pluie de compliments. Ainsi, le public s'applaudit lui-même d'avoir trouvé, dans un chapeau envolé, de quoi nourrir une soirée entière de bonnes intentions. Holmes garda les yeux baissés, jusqu'à ce que l'orchestre reprît, et se retira au bras d'un huissier. La cérémonie continua, longue, ponctuée de discours où chaque mot semblait avoir déjà été prononcé l'année précédente. Quand le dernier prix eut été remis, le président proclama que les lauréats seraient conviés à suivre un cycle de formation offert par l'Institut de services domestiques. Une agitation discrète parcourut la salle. On remit à chacun une feuille imprimée, à remplir sous le contrôle d'un secrétaire. Holmes y dut son affectation. Institut de Londres, session d'hiver, admission immédiate. Le piège venait de se refermer avec la douceur d'un couvercle bien ajusté. Il aperçut Lady Saunders au fond de la salle. Elle parlait à un député. Leurs regards se croisèrent, un battement d'éventail, un signe imperceptible. Puis elle détourna la tête. Le théâtre était terminé. On éteignit une partie des lampes. Les mécènes regagnèrent leur fiacre sous les rires mondains. Les méritants furent rassemblés près d'une issue latérale, où un intendant tenait un registre. Il cochait les noms et désignait un véhicule. Holmes suivit le groupe dans la ruelle. Le pavé brillait d'humidité, l'air sentait la suie et la cire éteinte. Une masse sombre attendait à l'angle. Une de ces voitures à vapeur qu'on appelait hippobus. L'engin haletait doucement, craché par ses tuyaux un souffle mêlé de fumée et de pluie. Un conducteur invisible ajustait des manettes. Les lanternes diffusaient un jaune sale. Les passagers montèrent par couple. À l'intérieur, des bancs nus,
une lampe suspendue, un grondement régulier. Les silhouettes s'installèrent sans mot dire, serrées, dociles. Holmes prit sa place au milieu, la tête légèrement penchée, son regard perdu dans la condensation qui perlait aux vitres. Chaque chaos, le châssis gémit. Les réverbères du quartier défilèrent en halos mouvants. Personne ne parlait, seuls quelques toussotements ponctuaient la marche. Dehors, les rues s'effaçaient. On devinait, par instant, les silhouettes des docks, la coupole d'une usine, le pont d'un canal. La machine avançait, infatigable, vers l'est de la ville. Le souffle régulier de sa chaudière marquait le rythme d'une marche sans retour. Après une demi-heure, l'hippobus ralentit. Une voix brusque au dehors. « Descendez, par rang de deux !» La porte s'ouvrit. L'air glacé pénétra, porteur d'une odeur de charbon mouillé. Une cour étroite, des murs de briques, des fenêtres aux vitres opaques. Holmes posa le pied sur le sol, suivit le groupe jusqu'à un perron éclairé par une lampe à gaz. Sur une table, un registre, des plumes, un encrier. Un surveillant appela les noms, distribua les numéros de couchette et les règles de la maison. Levé à 5 heures, silence absolu après 9 heures, gratitude constante. Turner, car Holmes n'était plus que lui, signa sans hâte, prit son numéro, salua. Derrière lui, la porte se referma, étouffant le sifflement de la machine repartie. Le silence qui suivit avait la densité d'un couvercle. C'est là, me confia-t-il plus tard, qu'il comprit que la comédie venait de se changer en étude, que du vacarme du gala, il passait à la discipline de l'ombre, et que, dans ce couloir où tout semblait rangé et propre, commençait vraiment l'énigme de l'Institut de service domestique. Le lendemain, à l'aube, on les mena jusqu'au bâtiment principal. Turner fut conduit à travers un portail de fer ouvragé, dans une cour pavée que l'on aurait cru sortie d'un manuel de bienséance industrielle. Une grande horloge dominait la façade. Chaque battement semblait régler la respiration même des pensionnaires. Au-dessus de la porte, une devise. Labor and discretio. Le ton était donné. Ce jour-là, un nouveau stagiaire fit son entrée. Un grand garçon à la démarche libre, au regard clair, qui serra toutes les mains comme s'il les connaissait déjà. Il se présenta sous le nom de Carter. Officiellement, son entrée tardive s'expliquait par un contretemps familial. Officieusement, il prit aussitôt place au centre du groupe, un peu trop naturellement. Holmes observa. Carter parlait peu, mais savait écouter. Surtout ce qu'il ne devait pas entendre. Il passait d'un camarade à l'autre, sans jamais se fixer. Il plaisantait, aidait, l'art suprême de disparaître dans la convivialité. Les journées suivaient un ordre précis, théorie le matin, pratique l'après-midi. On y apprenait à servir le thé sans bruit, à plier un manteau selon le rang du propriétaire, à répondre « Oui, monsieur » avec l'accent juste. Mais au détour des leçons se glissaient d'étranges exercices. On demandait aux stagiaires d'observer 10 objets sur une table, puis d'en décrire 3 après les avoir cachés. Ou encore de deviner, d'après un pas dans le couloir, le statut social du marcheur. Les professeurs parlaient de vivacité d'esprit, mais Holmes reconnaissait la marque d'un tri sélectif plus subtil. On cherchait l'œil qui retient, l'oreille qui distingue, la mémoire qui classe. Les après-midi se terminaient souvent par des jeux de rôle, un maître fictif, un domestique fautif, un échange à rejouer devant la classe. Sous prétexte d'enseigner l'humilité, on mesurait le talent d'imitation. Holmes, qui savait mieux que quiconque feindre la modestie, se montra modèle. Carter aussi. Il devint rapidement compagnon de repas,
unis par cette façade commune d'application docile. L'un comme l'autre, pour des raisons opposées, jouaient à cache-cache avec la vérité. Un jour, alors qu'ils attendaient leur tour pour un atelier, deux jeunes stagiaires, installés près de Holmes, échangèrent à voix basse. Dans le couloir venait de passer un petit homme singulier, M. Plimble, l'administrateur, impeccablement mis, un carnet sous le bras, deux fiches bleues à la main. Sa tête dépassait à peine les épaules des autres. Regarde, murmura l'un, Plimble a trouvé des cahiers à sa taille. Il lui manque plus qu'un pupitre de poupée, répondit l'autre en étouffant un rire. L'homme ne se retourna pas. Il traversa le couloir avec la froide assurance d'un horloger. Les jours passèrent, identiques. Carter, fidèle à lui-même, tissait sa toile d'amitié. Il avait cette façon tranquille de se pencher pour chuchoter. Entre nous, disait-il souvent. Holmes ne lui céda rien, mais il répondit avec une franchise dosée. Il s'apprivoisait. Un soir, alors qu'il nettoyait le réfectoire, Carter confia. On m'a dit que vous étiez nerveux le soir du gala. Vous auriez baissé les yeux quand on vous a applaudi. Holmes répondit doucement. J'avais surtout peur de rire. Puis, après une pause calculée, vous savez, cette histoire de chapeau. Je voulais juste profiter d'une opportunité. J'espérais qu'on m'enverrait faire autre chose qu'un service de table. Mais peut-être y a-t-il plus à apprendre ici qu'ailleurs. Carter sourit. Il crut à la confidence. C'était le but. 2 nuits plus tard, une main se posa sur l'épaule de Turner dans le dortoir. Carter, penché sur lui, chuchota. Il faut que tu m'aides. Pas de questions, pas de bruit. Ils traversèrent le couloir, gagnèrent la salle des professeurs. Carter s'introduisit à demi dans un bureau. Il prit un dossier, le reposa, feignant la panique. Merci, retourne te coucher. Et quoi qu'il arrive, n'en parle à personne. Holmes hocha la tête, sans un mot. Il avait vu ce qu'il devait voir. Un test. Les jours suivants s'écoulèrent sans incident. Carter reparla normalement, comme si rien n'avait existé. Puis, 4 jours après, Holmes fut convoqué par le superviseur, un homme froid nommé M. Bexley. Celui-ci le reçut debout, mains croisées derrière le dos. Vous êtes un élément sérieux, Turner. Certains voient en vous un homme de confiance. Dites-moi, seriez-vous disposé plus tard à des tâches un peu différentes? Si elles sont honnêtes, monsieur. Bexley eut un sourire mince. L'honnêteté, mon cher, n'est qu'une forme supérieure de discrétion. Que faudrait-il faire demanda Holmes. Bexley lui répondit avec une lenteur mesurée. Regardez et écoutez en permanence. Contre rémunération, monsieur Turner. Réfléchissez et n'en parlez à personne. Le lendemain, Carter lui demanda d'un ton dégagé. Alors, qu'est-ce qu'il voulait, Bexley? Rien d'important, répondit Turner. Une histoire de service du thé. Carter parut satisfait. Le piège s'était refermé. Turner n'avait pas répété. La veille du 20e jour, nouvelle convocation. Même bureau, même silence. Bexley. Vous avez réfléchi? Oui, monsieur. Et votre réponse? Je veux gagner ma vie. Et si je peux la gagner mieux, je le ferai. Parfait. Vous avez franchi toutes les étapes. Holmes haussa un sourcil feintement naïf. Quelles étapes? Celles qu'il n'est pas utile de connaître, répondit Bexley d'une voix égale. Il fit lentement le tour du bureau avant d'ajouter. Accepter ce poste n'est pas une décision que l'on prend à la légère, Turner. Il s'agit d'un engagement. Non pas envers un homme, mais envers un système. Un système unique, auquel on doit une loyauté entière et sans retour.
Il s'arrêta face à lui. Soyons directs. Si vous confirmez votre adhésion à ce programme particulier, vous ne pourrez plus en sortir. Comprenez-vous? On ne quitte pas ce travail. Une fois que vous devenez une fiche bleue, vous ne le quittez plus. Le silence dura une seconde. Me confirmez-vous votre adhésion? Oui, monsieur, répondit Turner. Quand il quitta le bureau de Bexley, Holmes n'avait pas encore la clé. Il avait ce qu'il voulait rarement, un engagement unilatéral, sans échappatoire, prononcé avec la placidité d'un homme convaincu d'agir dans le bon ordre des choses. On venait de l'enrôler à vie dans un métier qu'il n'avait aucune intention d'exercer. Il regagna le dortoir avec les autres, s'allongea comme eux, les mains croisées derrière la tête, et prit, pour qui l'observait, l'attitude résignée du garçon de condition modeste qui vient de faire sa chance. Mais dans sa tête, me dit-il plus tard, ça n'était pas la satisfaction qui travaillait, c'était l'arithmétique. Il y avait 3 difficultés. La première, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire accepter une place de domestique et livrer des renseignements, sans trahir lui-même la couronne qu'il venait précisément protéger. La deuxième, tant qu'il restait à l'intérieur, il ne possédait aucune preuve exploitable. Tous les rouages étaient compartimentés. La troisième, même en dénonçant Bexley seul, il ne faisait tomber qu'un exécutant. Le corps restait intact. Il tourna ces 3 pierres une première fois. Rien ne venait. Il se rappela alors le ton de Bexley lorsqu'il avait prononcé ces mots. Vous ne pourrez plus en sortir, une fiche bleue ne se retire jamais. Sur le moment, il avait pris cela pour de la rhétorique d'intendant, cette forfanterie de petit chef qui se croit plus terrible qu'il n'est. Il écartait donc ce détail. Il chercha plus haut, direction, propriétaire, mécène, relais mondain. Il pensa même un instant à un relais étranger, tant la propreté de l'organisation évoquait certaines habitudes continentales. Toujours rien. Ce fut, seulement 5 minutes plus tard, alors que les lumières étaient baissées, que son esprit ayant cessé d'attaquer la citadelle par le haut, revint au caillou qu'il avait repoussé. Une fiche bleue ne se retire jamais. Pourquoi le dire? Pourquoi le dire à un simple stagiaire au stade de la promesse? Pourquoi donner à voir la couleur, si la couleur n'avait pas d'importance? Son esprit opéra alors le raccord. Il revit le couloir. Il revit Pimble, minuscule, tiré à 4 épingles, traversant sans un regard 2 fiches de cette couleur précise à la main, tandis que 2 idiots riaient à côté de lui. Il revit surtout le geste, non pas un registre, non pas un livre, mais des fiches séparées, tenues par paquets. Ça n'était pas un livre qu'on remplissait, c'était un casier qu'on alimentait. Là, la ligne se traça d'un seul trait. Si les affectations étaient sur fiche, elles pouvaient être permutées. Si elles pouvaient être permutées, alors l'administration était centralisée. Elle était là, dans ce même bâtiment que l'on croyait n'être qu'un lieu de formation. Il se redressa à demi sur son lit, fit semblant de se tourner pour dormir, et se dit, toujours d'une voix calme, que je l'entends encore me répéter, ça n'est pas Bexley qu'il faut, c'est l'endroit où travaille Pimble. Le reste découla. S'il tenait absolument à ce que les fiches bleues ne se retirent jamais, c'est qu'il savait qu'on pouvait un jour venir chercher ces fiches. C'est qu'elles étaient toutes ensemble, mélangées aux autres. Et si elles étaient tous ensemble, alors on pouvait toutes les prendre d'un seul coup. Holmes avait trouvé le point de fragilité, mais non la manière de l'exploiter. Il lui restait à réfléchir,
sans qu'aucun geste ne trahisse l'effervescence de sa pensée. Pendant 8 jours, il vécut dans une prudence absolue, réglant chaque mouvement, chaque mot, pour n'éveiller ni curiosité ni faveur. Le moindre écart, la moindre démonstration d'esprit l'aurait désigné comme suspect. Turner devint alors invisible. Il ne brillerait plus, ne commettrait aucune faute. Il exécuterait chaque tâche avec une application terne, celle du bon élève qu'on oublie de féliciter. Cette docilité feinte lui permet de réfléchir sans paraître songer. Le soir, il observait les bâtiments dans le jardin intérieur, le réfectoire, les salles d'études, et dans l'aile nord, la lumière qui reste allumée tard, celle du bureau de Pimble. Pimble travaillait dans l'aile administrative, un petit bureau vitré qui surplombait le couloir principal, identifiable à la lueur stable d'une lampe à gaz. C'était le cœur froid du dispositif, dissimulé sous la banalité du papier et de l'encre. Holmes le comprenait peu à peu. Pimble n'était pas un supérieur hiérarchique, ni même un confident. Il était le nerf administratif, le greffier du réseau, celui qui alimente les dossiers, envoie les affectations, archive les noms, assure la continuité. Un rouage, mais le seul indispensable. C'est par lui que passait tout ce qui doit être tracé. Holmes pressentit qu'il n'y avait rien à détruire, rien à voler. Tout dépendait de Pimble et des fiches qu'il maniait. Mais pour ça, il faudrait une autorité qui puisse agir vite, sans éveiller la presse, sans passer par Scotland Yard. Et, dans cette Angleterre de 1890, il n'y avait qu'un homme qui puisse le faire, Mycroft. La décision s'imposa lentement, presque avec lassitude. Il revit le visage de Saunders, celui d'un homme trop politique pour improviser une arrestation, et celui de Lady Saunders, qui seul pourrait transmettre l'avertissement sans provoquer l'alerte. Le plan s'écrivit ainsi: tenir jusqu'à la visite des dames patronesses, remettre la note et disparaître au moment prévu. Holmes continua donc à vivre. Un mot poli au réfectoire, un salut au dortoir, un exercice mené sans zèle. Il ne fallait rien altérer au décor, pas même l'ombre d'un soupçon. Ce matin-là, l'institut se transforma en vitrine de sa propre vertu. Les 20 patronesses, accompagnées de quelques époux et du directeur, faisaient leur visite mensuelle aux pensionnaires qu'elles avaient recommandés. Dans la grande salle commune, les tables avaient été repoussées et les apprentis rangés par deux attendaient comme des figurants avant l'entrée des bienfaiteurs. On nous dit d'une revue militaire de la moralité. Les dames arrivèrent en bruissant de soie et de parfum. On échangeait des saluts compassés, des compliments sur la tenue, sur la docilité des élèves, sur la qualité du pain. Chaque patronnesse retrouvait son protégé, échangeait quelques phrases convenues, promettait de suivre ses progrès avec intérêt. Tout n'était que politesse appliquée, jusqu'à l'étouffement. Turner, lui, passentait au troisième rang. Il vit Lady Saunders s'approcher lentement, suivie de deux autres dames. Elle semblait soucieuse, mais droite, fidèle à son poste. Quand vint son tour, elle s'arrêta devant lui. Monsieur Turner, dit-elle, j'espère que votre séjour ici vous apprend l'art de servir sans faillir. Il m'enseigne surtout la gratitude, madame, répondit Holmes d'un ton humble. Il inclina la tête, puis ajouta d'une voix plus basse: permettez que je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Elle hésita un instant, puis tendit la main, gantée de suède claire. Le geste, convenable en apparence, était fréquent dans ce genre de cérémonie, une façon d'encourager un jeune homme méritant. Holmes la saisit avec une délicatesse calculée. Sa paume glissa sous celle de la dame,
et le petit rectangle de papier s'y logea comme une ombre entre celle-ci et le gant. Le contact dura à peine une seconde. Elle lui sourit, croyant percevoir l'émotion d'un remerciement sincère, puis s'éloigna pour rejoindre le groupe suivant. Le murmure des conversations, le bruit des jupes et des chaussures vernies couvrirent tout. Personne ne vit rien. Personne ne soupçonna que, sous le gant d'une main bien née, dormait désormais un message. J'ai trouvé la source. Rapprochez-vous de Mycroft Holmes, expliquez-lui tout, qu'il prépare 40 hommes des plus sûrs. Rendez-vous dans 7 jours au Diogène, à 8 heures. Holmes resta immobile, les mains jointes comme un élève pieux. La visite s'acheva, la salle se vida, et le silence revint, aussi strict que les murs. Mais quelque part, dans une calèche qui roulait vers Westminster, un secret avait changé de main. Les jours qui suivirent la visite se déroulèrent dans une immobilité presque calculée. Holmes continua de vivre sous le masque de Turner, ponctuel, docile, appliqué, l'image même de l'élève modèle. Personne n'aurait soupçonné, sous ce calme, la tension d'un homme qui cherchait à quitter le lieu sans jamais s'en sortir. Chaque soir, après le couvre-feu, il écoutait les pas dans le couloir, les soupirs du dortoir, le sifflement du gaz dans les tuyaux. Tout devait paraître ordinaire. Il passa des heures à recomposer le déroulement parfait d'une absence sans fuite. Un départ justifié, constaté, daté, enregistré. La seule façon d'obtenir 12 heures d'invisibilité légitime. L'infirmerie de l'Institut, sommaire et sans médecin permanent, renvoyait les cas sérieux vers un dispensaire voisin, sur Whitechapel Road. Cette pratique, Holmes l'avait remarquée à de nombreuses reprises. S'il y entrait comme patient, il en sortirait comme ombre. Au 7e jour, tout était en place. Le plan, les horaires, les témoins involontaires. À présent, il ne lui restait plus qu'à souffrir d'un mal bien choisi. La nuit tant attendue arriva enfin. Tout était clair dans l'esprit de Holmes, chaque pas, chaque geste, chaque respiration. Il avait répété son plan tant de fois qu'il en connaissait les ombres. Depuis un mois, qu'il vivait sous le nom de Turner, il n'avait plus qu'une crainte, que Turner ne survive à Holmes. Son esprit, son corps même, s'était plié à ce rôle jusqu'à en oublier la distance. Mais cette nuit-là, la comédie touchait à sa fin. Le dortoir sommeillait, bercé par le ronflement sourd de la chaudière et le tic-tac obstiné de l'horloge du couloir. Holmes attendit que la respiration collective s'uniformise, cette musique lente que seuls les veilleurs savent entendre. Il ferma les yeux, compta mentalement jusqu'à 50, puis se plia brusquement en deux, comme foudroyé. Un gémissement lui échappa, juste ce qu'il fallait pour réveiller la pitié. Un premier camarade se redressa. « Turner, vous allez bien ?» Il ne répondit pas. Ses doigts crispés sur les doigts, son souffle court, tout y était. Le vacarme monta de lui-même, sans qu'il ait à feindre davantage. Une exclamation, des pas précipités, un poing contre la porte. Le veilleur surgit, lanterne haute. « Qu'est-ce que c'est que ce tapage ?»« Turner, monsieur, il est malade à mourir. » Holmes resta immobile, visage blême, lèvres tremblantes. La lumière du gaz fit luire son front de sueur. On appela l'infirmier, puis le surveillant. Tout se déroulait selon la mécanique parfaite qu'il avait programmée. « Il faut le conduire au dispensaire », trancha enfin le surveillant. À 3 heures, le fiacre cahotait déjà dans les ruelles de Whitechapel. Holmes, étendu sur la banquette, la main sur le flanc, jouait la douleur avec la précision d'un comédien de tragédie. Chaque KO résonnait comme un battement de montre, le compte à rebours de sa délivrance. Au dispensaire, la routine bureaucratique acheva le travail. Le médecin de garde, les paupières lourdes, signa sans poser de questions.
Le surveillant remit le billet de transfert, nota l'heure et repartit, persuadé d'avoir accompli son devoir. Turner figurait désormais dans le registre comme malade sous observation. Personne ne s'inquiéterait de son absence avant midi. À 6h30, la lumière grise filtra entre les vitres. Holmes se redressa lentement, remit sa veste, écouta les bruits du dehors, le fiacre d'un laitier, un chien, un cri de marchand. La porte du couloir était restée entr'ouverte. Il passa sans un son, descendit les marches et sentit sur son visage l'air froid de Londres. Il s'arrêta une seconde dans la rue vide, le cœur battant, et murmura pour lui-même « Adieu Turner ». Puis il partit vers l'ouest, redevenu ce qu'il était. Il marcha longtemps. À chaque pas, le personnage qu'il avait incarné s'effritait. Turner disparaissait dans la brume, et Sherlock Holmes reprenait possession de son propre corps. À 7h30, il atteignit pêle-mêle. Le Diogène Club émergeait du brouillard, sévère et immuable. Il est, parmi les récits de mon vieil ami, un épisode que j'aurais voulu contempler, celui de son arrivée au Diogène Club, ce matin d'hiver. Nulle tempête, nul scandale public, mais une onde de stupeur qui, dit-on, se propagea jusque dans les fauteuils les plus silencieux de Londres. À 8h précises, Holmes monta les marches du club, toujours vêtu de sa tenue de Turner, redingote usée, bottines ternies, visage encore poudré de suie. Il n'était plus qu'à quelques pas du but. Le portier, large et rougeau, l'arrêta net d'un geste qui sentait l'habitude plus que la réflexion. Du balai, mon gars, pas d'aumône ici. J'ai rendez-vous avec monsieur Mycroft Holmes, dit calmement Holmes. Et moi avec la reine, grommela l'autre. Circulez. Le ton sec, la main levée, Holmes soupira, calcula l'effort inutile d'un dialogue, et sans hausser la voix, fit une esquive, puis franchit la porte. Eh, revenez ici, tonna le portier en se retournant. Mais Holmes tira le lourd battant derrière lui et en fit glisser le verrou. Il se retrouva seul dans le hall. Le silence du lien, cet espace voué à la bienséance absolue, se brisa comme un verre fin. Le réceptionniste, petit homme sec, au col empesé, leva la tête de son registre et demeura figé. Son visage passa du blanc au rouge en moins d'une seconde. Mais bon Dieu, balbutia-t-il, qu'est-ce que cela vient faire ici? Oust, oust, dehors! Il battait l'air des mains comme pour chasser un pigeon entré par mégarde. Holmes ne bougea pas. Monsieur, je suis Sherlock Holmes, le frère de monsieur Mycroft Holmes. J'ai passé un mois en infiltration pour le compte du gouvernement et j'ai rendez-vous ici, même avec lui et Sir James Saunders. Le réceptionniste, suffocant, laissa tomber sa plume. Une infiltration, ici, dans cet état? Son regard se posa sur la chemise ouverte, le col sans cravate. Mais, monsieur Holmes, c'est inconcevable, vous n'avez même pas de cravate. Holmes porta machinalement la main à son cou, comme s'il découvrait l'étendue du scandale. Vous pouvez m'aider? Demanda-t-il, d'un ton parfaitement poli. Bien sûr, monsieur Holmes, bien sûr. Le réceptionniste ouvrit fébrilement un tiroir, en tira une cravate roulée et la lui tendit avec la déférence d'un prêtre présentant un reliquaire. Holmes la noua d'un geste précis, rectifia le nœud et dit sobrement: Voilà qui rétablit la morale publique. Puis, comme si rien ne s'était passé, ayez maintenant l'amabilité de prévenir monsieur Mycroft Holmes que son frère est arrivé. Le réceptionniste, blême, s'inclina, incapable de parler, et s'exécuta. Ainsi, sous les plafonds immobiles du Diogène, un homme couvert de suie venait de rappeler à la plus sélecte des institutions qu'aucun règlement n'est à l'abri du réel. Lorsque la porte du salon privé s'ouvrit, Holmes entra d'un pas assuré.
Le contraste entre sa mise et la sonalité du lieu eût fait sourire n'importe qui, sauf peut-être son frère. Mycroft, installé dans un large fauteuil, replia lentement son journal. Sir James Saunders, debout près de la fenêtre, s'inclina brièvement, partagé entre stupeur et soulagement. Je vois, dit Mycroft, que ta carrière dans les services domestiques fut brillante, quoique manifestement brève. L'uniforme m'allait trop bien, Mycroft, il devenait dangereux, répondit Holmes en s'asseyant. Mycroft hocha la tête, amusé malgré lui. Sir James m'a déjà raconté le commencement de ton aventure. J'attends la suite avec cette crainte mêlée d'admiration que tes méthodes inspirent toujours aux honnêtes gens. Holmes joignit les doigts devant lui. L'affaire, mon cher frère, est d'une simplicité presque élégante. Sous le nom d'Institut de services domestiques se cache une entreprise de renseignement d'une efficacité remarquable. Elle recrute de jeunes employés de maison, en apparence irréprochables, puis sélectionne les plus intelligents ou les plus cupides. À cela, on propose un complément de revenus en échange de quelques indiscrétions, les conversations du maître, les papiers oubliés sur un bureau, les lettres confiées à brûler. Tout cela est centralisé, noté, évalué, puis revendu aux plus offrants, financiers, partis, journaux, puissances étrangères. Mycroft, impassible, acquiesça. Voilà donc pourquoi ces incidents répétés au Parlement semblaient venir de partout et de nulle part. Précisément, le génie de cette organisation tient à sa structure. Chaque informateur croit n'obéir qu'à un seul supérieur, sans jamais connaître la totalité du réseau. Mais tous, les domestiques, les superviseurs, les intermédiaires, sont enregistrés sur des fiches bleues. Et ces fiches se trouvent dans le bureau d'un seul homme, un certain Pimble, administrateur de l'Institut, petit, sec, singulier jusqu'à la caricature. Sir James se pencha, la voix tendue. Et comment les arrêter, monsieur Holmes? En les prenant de vitesse, répondit Holmes. Ils ignorent encore que je suis un intrus, mais le temps nous est compté. Si Pimble soupçonne quoi que ce soit, il détruira les fiches avant la fin du jour. Je vais vous dessiner le plan de son bureau et des lieux. Le tout doit être verrouillé en 3 minutes, pas davantage. Il étala sur la table un croquis net, précis, comme une carte d'état-major. Mon cher Mycroft, les 40 hommes sont-ils prêts? Mycroft posa son cigare, le regard pensif. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu voulais autant d'hommes. Dans 2 heures, la place sera figée. Pimble et ses fiches ne bougeront plus. Holmes inclina la tête, presque distrait. C'est agréable, Mycroft, de travailler avec quelqu'un qui comprend avant qu'on insiste. Sir James d'une voix plus basse. Vous rendez un grand service à la couronne, monsieur Holmes. À la logique, plutôt, répondit-il. Elle est plus exigeante que la reine. Mycroft eut un mince sourire. Sherlock, tu es couvert de suie, tu pues le charbon, et tu viens d'ébranler une conspiration nationale. C'est sans doute le plus bel hommage qu'un homme puisse rendre à l'administration britannique. Holmes se leva, prit son manteau usé. Messieurs, pour ma part, je vais aller faire ma toilette à Baker Street. Je te ferai envoyer une cravate propre, lança Mycroft. Inutile, la bienséance est ton domaine, pas le mien. Et il quitta la pièce sans se retourner. La porte se referma, et dans le silence de Diogène, il ne resta que la trace de sa poussière sur le tapis, preuve suffisante qu'il était passé par là. En milieu d'après-midi, j'avais rejoint Holmes à Baker Street. Il me raconta, d'une voix calme, cet incroyable mois d'ombre et de déguisement. Tandis qu'il parlait, un pas connu monta l'escalier. Le messager du Diogène Club, le même qui avait ouvert cette affaire, remit à Holmes une enveloppe scellée. Holmes la décacheta, lut brièvement, et me lança ce regard que je lui connaissais qu'aux grandes heures. Mycroft, il demande que nous le rejoignions à l'Institut pour 17h30. Lorsque nous arrivâmes sur les lieux,
La brume d'hiver s'accrochait aux briques du bâtiment. La cour, d'ordinaire si tranquille, grouillait d'hommes en uniforme. À chaque porte, à chaque fenêtre se tenait une sentinelle. La discrétion du matin avait cédé à la précision militaire de l'après-midi. Un beau déploiement pour un simple pensionnat, murmurai-je. La morale, Watson, coûte souvent plus cher que le crime, répondit Holmes. À l'entrée de l'aile administrative, nous croisâmes Bexley, escorté entre deux agents. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut Holmes. Vous? C'était donc vous? Holmes s'inclina avec cette froideur qui tient lieu de pitié. Et vous, monsieur, étiez bien ce que je soupçonnais, un homme persuadé que la trahison pouvait s'enseigner. Dans le salon principal, au milieu de la pièce, se tenait un petit homme à la mise soignée, assis sur une chaise. Devant lui, deux casiers de bois clair, débordant de fiches blanches et bleues. La meilleure cachette était à la vue de tous. Mycroft, impassible, se tenait près de la porte. Voici monsieur Pimble, dit-il simplement. L'homme leva sur nous des yeux calmes, d'un gris acier. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, messieurs. Il parlait avec une conviction glaciale. Cet institut n'est qu'un rouage, murmura-t-il. Le véritable esprit qui l'anime n'a pas de visage. Holmes le regarda longuement, sans répondre. Puis il dit simplement: Alors, nous chercherons le visage derrière l'ombre? Il se tourna vers Mycroft. Scellez tout. Cet endroit vient de livrer son secret. Mycroft hocha la tête. Les agents se saisirent de Pimble. Les casiers furent scellés, étiquetés, emportés. Et dans le silence qui suivit, je vis passer sur le visage de mon ami ce que je n'y avais jamais lu encore. Non pas la satisfaction, mais l'inquiétude d'un homme qui sait que la partie ne fait que commencer. Une semaine après l'opération, nous fûmes conviés au dîner des Saunders. Holmes, qui d'ordinaire évitait ces manifestations mondaines, y alla cette fois avec une discrète impatience. Il semblait vouloir revoir Lady Saunders, dont l'aplomb avait tenu la ligne lorsque tout vacillait. Dès les premiers plats, Sir James nous prit à part et, d'une voix où la fatigue se mêlait à une reconnaissance profonde, nous expliqua la manière dont on avait dû procéder pour écarter les éléments sans faire de bruit. Nous avons choisi la voie la plus sûre, dit-il, la prudence sanitaire, suivie d'un éloignement contrôlé. On fit venir des officiers de santé. L'argument de la mise en observation permit de transporter ces hommes hors de leur poste sans alarmer les familles ni la presse. Il ajouta, avec une gravité contenue: à chacun d'eux fut proposé, sous couvert d'un placement honorable, l'opportunité de s'installer dans des colonies lointaines, libres, mais sans retour prévu sur le sol britannique. Les équipes de Mycroft furent persuasives, car la condition fut de confesser ce qu'ils avaient transmis. Devant l'alternative qui leur était offerte, si l'on peut la nommer ainsi, personne ne refusa. Leur départ s'organiserait au cours des semaines suivantes. Lady Saunders posa la main sur le bras de son mari, comme pour affirmer silencieusement ce que sa voix ne disait pas. Puis, Sir James, baissant le ton jusqu'à un chuchotement compréhensible, confia: Il a fallu ménager les formes. Nous voulions ôter à l'affaire tout ce qui eût pu en faire un scandale national. Nous avons donné aux familles une raison de croire à la bienveillance. C'était, peut-être, la seule manière d'empêcher une curée publique. Enfin, s'adressant à Holmes avec une franchise qui n'appartient qu'aux hommes épuisés et repentants, il avoua: J'ai failli. J'ai cru d'abord à la rigidité des apparences plutôt qu'à la prudence. Vous m'avez montré l'autre voie. Ma gratitude n'est pas celle de ma charge, monsieur Holmes. Elle est plus simple et plus sincère. Si un jour vous avez besoin d'un service ou d'un ami, comptez sur moi. Je regardai mon ami, et il y eut sur son visage un sourire bref, qui n'était ni triomphal ni serein.
mais qui témoignait d'un lien nouveau, forgé dans l'urgence et la discrétion. J'eus l'impression, à cet instant, que l'affaire était close dans les journaux, mais ouverte, pour d'autres raisons, dans l'esprit des hommes. Ce soir-là, Holmes croyait refermer une énigme. En réalité, il venait d'effleurer le bord d'un abîme. Le reste de l'histoire s'écrirait, quelques mois plus tard, au pied des chutes de Reichenbach. Si ce récit vous a touché, sachez qu'il n'existerait pas sans celles et ceux qui soutiennent les récits oubliés de Watson. Leur présence silencieuse est, pour ainsi dire, la chandelle qui éclaire encore les marges de mes carnets. Merci à eux.